Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Serge Patrick Monkou. Au sommaire cette semaine, Uvira dans le sud Kivu en RDC, paralysé par une nouvelle journée ville morte. Organisée par le groupe Wazalendo, les supplétifs de l'armée congolaise s'opposent à la présence dans la ville d'un haut gradé des FARDC. Des milliers de Kenyans bientôt privés d'emploi en cause la fin de l'AGOA le 30 septembre. Nairobi est en pourparlers avec Washington pour une prolongation de la disposition. Le portier camerounais de Manchester United, André Onana, s'apprête à rejoindre le club turc de Trabzonspor dans le cadre d'un prêt. La ville d'Uvira dans le sud Kivu en République démocratique du Congo a tourné au ralenti ce lundi en raison d'une nouvelle manifestation organisée par le groupe armé Wazalendo. La milice qui soutient l'armée congolaise conteste depuis quelques jours la nomination du général Olivier Gassita à la tête des opérations et du renseignement militaire dans la deuxième ville de la province du Sud Kivu. Ce lundi, une nouvelle mobilisation a eu lieu à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de manifestants soutenus par la société civile ont protesté contre la récente nomination du général Olivier Gassita Mukunda. On nous a envoyé un officier dont nous ne sommes pas d'accord, c'est le général Olivier Gassita. Il a une très mauvaise expérience au niveau de Bukavu. Si Bukavu est tombé aujourd'hui, c'est grâce à Gassita et Yave qui est actuellement en prison. Les manifestants exigent son départ, l'accusant d'avoir collaboré avec les rebelles du M23 lors de la prise de Bukava en février dernier. Maintenant, nous nous demandons quelqu'un qui a échoué lamentablement dans la vie de Bukavu. Pourquoi on peut encore lui donner l'occasion de diriger là où il y a les FARDC en conjoint avec les Wazalendo, avec la population. Il n'a pas la confiance de la population. C'est pour cela nous, ensemble avec cette population ouvriroise, nous nous sommes mis debout et demandé son départ. Brandissant calicot, banderoles et drapeaux nationaux, ils ont scandé des slogans hostiles au général Gassita avant de remettre aux autorités locales un mémorandum adressé au président de la République. En voulant sacrifier Uvira Fizi Mwenga, on a décidé de nommer ici pour livrer la ville aux rebelles. À son arrivée à Uvira, la population a lancé une série de villes mortes pour exiger son départ. La marche encadrée par la police des forces armées de la RDC s'est déroulée dans le calme, jusqu'à la dispersion. Des tirs de sommation ont soudainement retenti, semant la panique. La société civile dénonce un bilan d'au moins 4 morts et plusieurs blessés. Alors que Kinshasa et ses alliés sont en crise, le M23 gagne du terrain. Les rebelles congolais soutenus par le Rwanda ont repris le contrôle de la localité de Shoa, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé du M23 a repris le contrôle de la ville de Shoa, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des habitants ont rapporté de violents combats qui auraient eu lieu dimanche entre les rebelles et les forces pro-gouvernementales de RDC, au moment où les pourparlers de paix sont au point mort. Shoa se situe dans le territoire de Massissi. La localité était déjà brièvement tombée sous le contrôle de l'armée congolaise et la milice alliée Wazalendo samedi, avant la riposte des insurgés. La zone est restée relativement calme dimanche après les affrontements de la veille, selon des témoins sur place. Riche en minerais, le Massissi est très disputé depuis plus de 3 mois entre les forces rebelles et les combattants pro-gouvernementaux. La République démocratique du Congo et une coalition de groupes rebelles dont le M23 ont signé un accord de cessez-le-feu en juillet à Doha au Qatar, connu sous le nom de déclaration de principe. Mais les combats se sont intensifiés malgré les négociations politiques en cours. Kinshasa, les Nations Unies et les gouvernements occidentaux accusent le Rwanda voisin de soutenir le M23, ce que Kigali dément. Au Kenya, au moins 60 000 emplois sont menacés par la fin de l'AGOA le 30 septembre, alors que la loi facilite l'accès des pays africains au marché américain. Les autorités kenyanes négocient une prolongation du mécanisme avec les États-Unis. Au Kenya, des milliers d'emplois sont menacés par la fin de l'AGOA annoncée pour le 30 septembre prochain.
Il s'agit de la loi commerciale des États-Unis qui vise à aider les pays d'Afrique subsaharienne avec un accès plus important au marché américain. L'African Growth and Opportunity Act est également un mécanisme qui garantissait l'exonération des droits de douane et d'énormes investissements au Kenya. Le gouvernement kenyan a engagé des négociations avec Washington pour obtenir une prolongation de l'AGOA. En cas d'échec, ce sont au moins 66 000 emplois directs qui pourraient disparaître rien que dans le secteur du textile, une activité dont dépend la subsistance de près de 660 000 Kenyans. Sans l'AGOA, le Kenya perdrait son avantage concurrentiel face au Bangladesh, au Vietnam et à l'Égypte dans le domaine des vêtements. Un accord de libre-échange entre le Kenya et les États-Unis pourrait offrir la visibilité dont rêvent les investisseurs et garantir la place du Kenya dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En Zambie, 3 mois après la mort de l'ex-président Edgar Lungu en Afrique du Sud, les funérailles sont toujours en attente. Le gouvernement zambien et la famille de l'ex-président ont entamé des discussions afin de trouver une issue à la crise qui les oppose. En Zambie, les autorités gouvernementales et la famille de l'ancien président Edgar Lungu ont entamé des pourparlers en vue de l'organisation de ces funérailles. Dans une déclaration commune, les deux parties déclarent avoir convenu d'un processus de médiation qui devrait à terme concilier le protocole de l'État et les souhaits de la famille. L'ex-dirigeant est décédé le 5 juin dernier en Afrique du Sud. La famille a souhaité un enterrement privé à l'étranger, invoquant la tension émotionnelle et les préoccupations concernant l'ingérence politique. Le gouvernement zambien a toutefois insisté pour que des funérailles nationales soient organisées à Lusaka, conformément au protocole national applicable aux anciens chefs de l'État. Les batailles juridiques qui s'en sont suivies devant les tribunaux sud-africains ont abouti à une décision ordonnant le rapatriement de la dépouille d'Edgar Lungu en Zambie. Entre André Onana et Manchester United, la fin n'a jamais été aussi proche. Le club anglais a décidé de prêter le portier camerounais au club turc de Trabzonspor. Une décision motivée par les prestations du Camerounais jugées mitigées. Le gardien de Manchester United, André Onana, rejoindra le club turc de Trabzonspor dans le cadre d'un prêt. Le transfert reste encore à finaliser, mais des sources proches du joueur prévoient une conclusion assez rapide afin de permettre au portier camerounais de faire ses débuts dès dimanche prochain contre Fenerbahçe. Le mercato en Turquie reste ouvert jusqu'à vendredi, ce qui laisse le temps de conclure l'accord pour Onana, actuellement en sélection avec le Cameroun. Le joueur avait été approché par un autre club turc, Galatasaray, qui a finalement préféré Ugurkan Kaki. Trabzonspor évalue des alternatives depuis cet accord trouvé et des sources au sein du club estiment qu'André Onana pourrait avoir un impact majeur. Le départ du Camerounais est acté depuis la signature de Sean Lemans à Manchester United dans les tout derniers instants du mercato britannique. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine avec les dates à retenir. L'Éthiopie inaugure le 9 septembre le barrage de la Grande Renaissance. Depuis le début des travaux, l'Égypte et le Soudan, qui se trouvent en aval de l'ouvrage, n'ont cessé d'exprimer leurs préoccupations, affirmant que le remplissage et l'exploitation du méga-barrage pourraient réduire le flux d'eau du Nil. Début le 9 septembre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA Zone Afrique. Plusieurs rencontres sont au programme, dont Cap-Vert, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire et RDC Sénégal. Le Maroc est le premier pays africain qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas ont validé leur ticket vendredi soir après la victoire 5-0 face au Niger. Clap de fin le 10 de ce mois de la foire commerciale intra-africaine 2025. L'événement a ouvert ses portes le 4 septembre dernier à Alger, la capitale algérienne. L'objectif de la messe était d'intensifier le commerce intra-africain et de renforcer l'intégration économique à l'échelle du continent. Au Malawi, les électeurs sont attendus le 16 septembre aux urnes pour des élections générales. Dans le scrutin présidentiel, le chef de l'État sortant, Lazarus Chakwera, est candidat à sa réélection. L'ex-président Peter Mutharika, 85 ans, et Joyce Banda, première femme présidente du pays,
sont aussi en lice. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Africa News et africanews.com.